Alors, les effets socio-affectifs du redoublement, c'est une mesure qui est toujours un peu plus complexe que les mesures en termes d'apprentissage scolaire. On sait que les effets du redoublement en termes d'apprentissage sont plutôt négatifs ou nuls. Enfin, dans tous les cas, ce n'est pas quelque chose de positif pour l'élève. C'est aussi la même chose sur les effets socio-affectifs, même si voilà, les mesures sont toujours plus complexes. Par exemple, mesurer l'estime de soi, c'est souvent des mesures auto-rapportées par les élèves, donc c'est un peu plus difficile. Mais globalement, les résultats sont à peu près similaires. Ça veut dire que soit ça n'a pas d'effet, soit ça a des effets plutôt négatifs. Donc, ce qu'on peut voir, souvent il y a des études récentes qui montrent que notamment au secondaire, ça peut avoir un effet presque un peu positif la première année, parce qu'on a l'impression de maîtriser déjà un certain nombre de choses, donc ça met un peu plus en confiance, parce qu'on revoit le programme, donc on a l'impression à très court terme de maîtriser un peu plus que peut-être les élèves qui arrivent et qui découvrent le programme, mais qu'à terme ça n'a aucun effet positif. Donc ça vaut pour des dimensions comme l'estime de soi, comme le sentiment de compétence, sentiment d'auto-efficacité. Donc sur toutes ces mesures, finalement, en tout cas à terme, le redoublement n'a pas d'effet positif. Alors les redoublants, la façon dont ils sont perçus, globalement à l'école, on n'a pas tant de choses que ça, donc on se met à travailler là-dessus. Il y a une étude qui a été faite il y a une dizaine d'années, qui a été faite juste auprès des élèves non redoublants. Ce qu'on voit, c'est que globalement, ils arrivent toujours à dégager un portrait type du redoublant qui est assez consensuel et qui n'est pas du tout flatteur. Il n'est pas flatteur sur les dimensions scolaires, ça veut dire qu'ils sont perçus comme plutôt fainéants, plutôt lents, enfin peu travailleurs. Mais ça extrapole aussi sur des dimensions qui ne sont pas purement liées aux apprentissages scolaires. Ça veut dire qu'ils peuvent être considérés comme malpolis, comme désobéissants. Puis il y a un terme aussi qui est intéressant, c'est qu'ils sont vus comme différents. Et différent, ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire que par rapport au reste du groupe classe, être redoublant, c'est être différent, c'est avoir un an de plus, être plus grand parce qu'on a recommencé son année. Donc il y a vraiment quelque chose de marqué. Donc ça, c'est le point de vue des élèves qui n'ont pas redoublé. Ce qu'on a fait récemment, c'est faire la même chose à nouveau avec des élèves qui n'avaient pas redoublé, mais aussi avec des élèves qui avaient redoublé. Ce qu'on voit, c'est qu'ils connaissent le stéréotype, les élèves redoublants. Ça veut dire que si on leur demande, à votre avis, en général, les gens, comment ils perçoivent les élèves redoublants. Alors on retrouve les mêmes choses. Fainéants, lents, bêtes, désobéissants, etc. Donc à nouveau sur des attitudes scolaires et puis sur des comportements en classe. Par contre, on leur a aussi posé la question de, à ton avis, pour toi, comment ils sont les élèves redoublants? C'est des mesures classiques de est-ce que je connais le stéréotype ou est-ce que j'adhère au stéréotype. Puis là, on a des choses très différentes. On retrouve il y a quand même 2-3 termes négatifs qui ressortent, notamment le terme fainéant qui revient, mais on retrouve aussi des termes positifs. Ça veut dire que sur les attitudes, pas sur le scolaire, mais on retrouve quand même des choses positives sur plutôt des aspects sociaux et relationnels. On trouve aussi des termes comme poli, donc l'inverse. Donc ça veut dire qu'ils essayent aussi de présenter une image de leur groupe qui est plus positive. Donc les redoublants, si on reste dans l'optique des conséquences dues aux stéréotypes notamment, l'idée c'est que forcément, spontanément, on peut dire s'ils sont négativement stéréotypés, entre guillemets, ça doit avoir un effet sur leur estime de soi. C'est le cas sur les dimensions scolaires et c'est le cas aussi sur les dimensions conduite en classe. Et puis, ça a un effet globalement sur la valeur qui s'accorde par rapport aux autres élèves. Globalement, il y a un effet négatif du redoublement en termes d'estime de soi en fin de scolarité primaire. C'est un peu étonnant par rapport à ce qu'on connaît dans la littérature parce que la majorité des autres groupes arrivent à adopter des stratégies de protection. C'est-à-dire qu'ils arrivent à maintenir une image d'eux-mêmes qui est relativement positive avec des stratégies qui ne sont pas efficaces à long terme mais qui en tout cas leur permettent de ne pas désinvestir l'école.
en tout cas dans ces degrés-là. Voilà, donc en termes d'estime de soi, c'est pas forcément positif. C'est aussi lié certainement au fait qu'il y a souvent une méconnaissance en silence autour du redoublement. Donc souvent, ce que Marcel Cray appelait la loi du silence, souvent les élèves ne savent pas pourquoi ils ont redoublé. Il y a vraiment une méconnaissance, donc ils vont chercher des explications. Les explications, on a tous tendance à les chercher plutôt de manière interne, donc à chercher qu'est-ce qu'on a fait qui ne va pas bien et qui fait qu'on est en l'occurrence en échec scolaire. L'intérêt de travailler sur les stéréotypes, c'est aussi dû au fait que les stéréotypes peuvent avoir un impact en situation d'apprentissage ou de performance scolaire. Ça veut dire que soit j'adhère aux stéréotypes, c'est-à-dire que je pense réellement que je suis pas compétent ou que je suis fainéant et pas travailleur, comme le révèle le stéréotype des élèves redoublants. Donc soit j'adhère à ça et donc je vais moins m'engager dans les apprentissages ou me sentir très peu compétent et donc être peu performant pendant la réalisation des tâches. Si j'adhère pas, ça veut dire que je peux quand même être influencée parce que si c'est des stéréotypes, ça veut dire que mes parents ont ces stéréotypes, mes enseignants connaissent ces stéréotypes, mes pairs connaissent ces stéréotypes et que ça peut avoir un impact en termes d'attente et donc de performance et tous les travaux sur l'effet Pygmalion par exemple. Encore une fois, on est dans l'hypothèse là parce que pour les redoublants, on n'a pas encore de données dans ce sens-là, mais ça fonctionne pour les autres groupes, donc on peut faire l'hypothèse que ça peut aussi avoir un impact pour les redoublants et donc il y a de l'intérêt à travailler sur cette question-là. Et puis le dernier moyen d'influence, c'est aussi simplement je peux connaître le stéréotype, être dans une situation, par exemple le baccalauréat, où j'adhère pas au stéréotype, il n'y a pas d'enseignant pour véhiculer quelques attentes que ce soit, la situation paraît plutôt neutre, mais moi je vais avoir envie de prouver justement que je ne corresponds pas à ce stéréotype, que ce stéréotype n'est pas vrai, et je me mets finalement une pression supplémentaire. Voilà, et puis on n'a pas une capacité de ressources illimitée, donc ça veut dire que je dois gérer cette pression supplémentaire et en même temps gérer la réalisation de la tâche. Donc pour moi, il y a une étape supplémentaire, des choses à gérer en plus que pour les autres élèves. Donc voilà en gros comment, encore une fois, on est encore dans l'hypothèse, mais comment les stéréotypes pourraient influencer et donc contribuer à expliquer un petit peu les effets négatifs du redoublement en termes de performance.